Eh bien salut tout le monde, c'est Méga Informatique et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test d'un boîtier eGPU de la marque Ryzer Core. C'est parti! Bien, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y en a probablement parmi vous qui ignorent ce qu'est un eGPU. Donc je vous invite à rester puisque je vais vous l'expliquer dans quelques secondes. Pour ceux qui savent déjà ce que c'est et qui veulent voir tout de suite la phase de test, je vous inviterai à aller voir ce timecode. Il y aura ce qu'il faut également dans la description de la vidéo pour passer au vif du sujet. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un eGPU et surtout à quoi ça sert, eh bien il faut d'abord que je vous explique le GPU avant le eGPU. Vous allez comprendre, ça va être assez rapide. Au fur et à mesure des explications, les pièces du puzzle vont se mettre en place. Donc GPU, c'est de l'anglais, ça veut tout simplement dire Graphic Power Unit. In English, please. In English, please, yeah! Et donc, Graphic Power Unit, on pourrait traduire ça en français par unité de traitement graphique. Et donc, si jamais vous avez un petit peu entendu ça, vous allez peut-être comprendre que unité de traitement graphique, ça ne vous parle pas. Par contre, carte graphique, ça vous parle peut-être un petit peu plus. Et c'est pour ça qu'il y a une carte graphique sur le côté, donc à ma gauche pour moi et à votre droite pour vous. C'est tout simplement parce que un eGPU veut tout simplement dire External GPU. Donc en gros, ce boîtier-là va vous permettre de brancher une carte graphique externe. Il va avoir toutes les clés qu'il faut, donc une alimentation parce que les cartes graphiques assez puissantes ont besoin d'une alimentation. Le port PCI Express ne suffit pas, mais également ça va intégrer tout ce qu'il faut pour convertir le PCI Express en Thunderbolt 3 dans le cas de ce boîtier-là. Du coup, à quoi ça sert concrètement? Ça sert tout simplement à améliorer la partie graphique, bien entendu, des machines qui ont peut-être soit des cartes graphiques vieillissantes, soit peu puissantes, soit carrément qui n'ont pas de carte graphique, qui ont la carte graphique de base du processeur Intel par exemple, ou du processeur AMD, et donc qui ont besoin de puissance graphique sans être obligés pour les utilisateurs Mac de mettre 5000 balles dans un iMac Pro ou 6000 ou 7000 balles dans un Mac Pro à la sortie d'usine. Voilà, tout simplement. Donc ça vous permet d'optimiser votre machine sans forcément dépenser des 1000 et des 100. Bien évidemment, ça va dépendre de la carte graphique que vous allez mettre dedans, voilà. Mais il faut bien garder à l'esprit que ce ne sont que pour les PC portables, les Mac portables et les iMac, puisque c'est complètement stupide de mettre ça sur une tour. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que même si jamais on est sur du Thunderbolt 3 qui a un débit de 40 gigabits par seconde, eh bien, mettre une carte graphique avec tous les temps de traitement, etc., ça sera toujours moins rapide que si jamais vous branchez directement votre carte graphique à la place de votre ancienne sur votre carte mère, sur un port PCI Express de votre carte mère directement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour améliorer la partie graphique des machines où on ne peut pas physiquement changer la carte graphique. Avant de passer à la suite de la vidéo et pour être complet, je vais vous montrer comment installer une carte graphique dans le Ryzer Core. Donc vous allez voir, c'est pas très compliqué, il n'y a pas spécialement besoin d'outils spécifiques, sauf si jamais vous avez des gros doigts comme moi, vous allez comprendre pourquoi je dis ça plus tard. Donc moi, avant de commencer, je vérifie bien que je suis sur BIOS Overclock. Ici, vous avez sur la plupart des cartes graphiques la possibilité de choisir entre silence et BIOS, ça aide aux performances. Là, la carte graphique sera plutôt bien refroidie, etc. Elle a un système de refroidissement hybride, donc soit passif quand elle n'est pas beaucoup utilisée et elle ventile avec un ou deux ventilateurs suivant sa charge. Donc elle est quand même assez silencieuse. Voilà, donc on va la mettre de côté pour l'instant et on va ouvrir le boîtier et le préparer. Donc pour ouvrir le boîtier Ryzer Core, rien de plus simple, ça se passe au dos. Vous avez ici tout simplement une manette qu'il va falloir ramener vers vous et une fois qu'elle est ramenée vers vous, ça va déverrouiller le boîtier et vous n'avez plus qu'à tirer, voilà, et tout sort. Voilà. Donc ensuite, il va falloir bien évidemment retirer la plaque métallique noire ici, voilà, donc ça se fait à la main parce que c'est des vis qui se serrent à la main. Il n'y a pas besoin de trop de force là-dedans non plus. Hop, on va mettre la vis de côté, récupérer le cache métallique noir, donc on va pouvoir mettre ça de côté et ensuite on va pouvoir présenter la carte graphique. Alors faites attention par contre si jamais vous voulez retirer la carte graphique, puisque lors du retrait, il faudra bien faire attention à appuyer sur la partie blanche en plastique, le verrouillage ici du port PCI Express,
pour la sortir, hein, puisqu'elle sera verrouillée sur ce port-là. Et si jamais vous tirez sans appui ici, vous risquez de tout péter. Donc à l'intérieur, on retrouve bien évidemment l'alimentation ici de 600 watts, hein, puisque c'est le Riser Core X, un ventilateur et la connectique d'alimentation supplémentaire pour les cartes gourmandes comme celle-ci. Pour mettre en place la carte, vous faites bien attention ici à la prendre au niveau de la place qu'il y a, hein, pas sur les pales du ventilateur, parce que si jamais vous appuyez trop fort pour la mettre en place, vous risquez de péter une pale. Et si vous pétez une pale, un ventilateur qui tourne sans être équilibré, ça vibre énormément. Voilà, donc vous présentez ensuite la carte graphique dans ce logement. Vous alignez le port PCI et vous appuyez, vous avez entendu le clac. Voilà, donc ça veut dire qu'elle est verrouillée. Et ensuite, vous reprenez la vis qui était sur le cache et vous venez bien évidemment la placer et la visser. Alors, c'est là où je vous ai dit qu'il nécessitait, il n'y avait pas besoin d'outils spécifiques, hein, puisque ça serre à la main. On serre fermement, mais pas trop, hein, ça ne va pas se barrer, surtout que c'est verrouillé au niveau du connecteur. Voilà, vous serrez fermement, mais pas trop. Et vous avez juste besoin de vos doigts, c'est-à-dire que si par exemple vous avez des gros doigts comme moi, vous aurez peut-être de la difficulté à accéder à la vis. Dans ce cas-là, vous prenez un tournevis. Là, vous avez vu que ça s'est passé plutôt pas mal. Et il ne faut surtout pas oublier de brancher l'alimentation supplémentaire, hein, qui est donc ici en attente. Donc vous avez 8 connecteurs d'alimentation par connecteur, hein, donc ce qui vous fait 16 connecteurs. Hein, normalement, vous avez ce qu'il faut. Donc on va le récupérer, on va descratcher. Et donc moi j'ai besoin ici d'un connecteur de 8 broches d'alimentation 12 volts et ici de 6. Donc je vais me saisir de celui-ci. Je vais clipser hop, le petit connecteur. Je vais l'enfoncer jusqu'au fond histoire d'entendre le clic. Et là par contre je n'ai pas besoin de celui-ci, j'ai besoin juste des 6. Donc je vais pouvoir clac, le brancher. Et ensuite, cette petite attache-là, donc on peut pas, les câbles sont un petit peu trop courts, on ne peut pas les ramener le long, mais par contre, vous pouvez mettre ça de côté pour ne pas le perdre. Et à partir de là, il suffit juste de reprendre le tiroir, de reprendre le boîtier, de l'enquiller jusqu'au fond et de verrouiller. Bien, pour cette partie du test, on passe en voix off. J'ai deux choses à mettre au clair avec vous avant de commencer. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai commencé cette vidéo de test, eh bien, j'étais sous macOS Catalina 10.15.7 qui a laissé au moment où je fais ce test depuis peu la place à son petit frère, à savoir macOS Big Sur 11.2.3. Et il en va de même pour Final Cut Pro X, hein, qui est passé de la version 10.4.10 à la version 10.5. Alors, est-ce que ça change quoi que ce soit sur les temps de rendu? Est-ce que j'ai constaté un gain ou une perte de performance entre ces deux versions? Eh bien, la réponse est non. J'ai fait les tests sur les deux versions, hein, et mis à part quelques gains au niveau des secondes, hein, mais ça, je pense que c'est normal. Hein, si vous lancez 3 fois le même test dans le même environnement, eh bien, vous n'aurez pas le même temps de rendu à chaque fois. Hein, ça va dépendre de ce que fait votre ordinateur en arrière-plan. Eh bien, je n'ai constaté ni gain ni perte de performance. Voilà, donc ça, c'est fait. Alors, on va commencer dans un premier temps par l'iMac 2017 5K Retina sans eGPU, donc avec sa carte graphique interne. Il me rend un fichier ProRes 422 en 29 minutes et 44 secondes contre 24 minutes et 38 secondes pour ce même format de fichier avec la 5700 XT, hein, voilà, donc avec le eGPU tout simplement. Donc là, on peut s'apercevoir tout de suite qu'on a un gain d'à peu près 5 minutes. Alors, on va dire 5 minutes, hein, pour faire plus simple, hein, mais ça se situera toujours entre 4 et 5 minutes. Hein, donc gardez bien ces 5 minutes en tête, puisque vous allez voir que ça a quand même une certaine récurrence. Ensuite, toujours sur l'iMac 2017 5K sans eGPU, donc avec la carte graphique interne, cette fois-ci en format H.264, il me rend le fichier en 34 minutes et 04 secondes contre 29 minutes et 58 secondes avec la 5700 et le Riser Core. Donc là, pareil, on n'est pas tout à fait à 5 minutes de gain, mais on n'en est pas loin. Là où ça va se corser, c'est pour le MacBook Pro, puisque vous allez voir que, et vous l'avez peut-être déjà remarqué, il n'y a que les valeurs pour le eGPU. Donc je vous explique ça juste après. Pour le MacBook Pro 2020 avec le eGPU, on a en ProRes 422 une exportation de 25 minutes et 50 secondes. Donc là, c'est plus important puisque vous pouvez remarquer que entre l'iMac et le MacBook Pro, il rend plus vite
que l'iMac, hein, qui est censé être plus puissant, mais c'est normal puisque la différence va en fait s'attarder plus sur le processeur plutôt que sur la carte graphique, hein, puisque le MacBook Pro possède un processeur beaucoup plus puissant que l'iMac, hein, il a beaucoup plus de cœur, voilà, donc c'est pour ça qu'on a cette différence. Et pour le MacBook Pro 2020 toujours, avec le GPU et en H.264, cette fois-ci, on est à 30 minutes et 34 secondes, hein. Comme vous pouvez le remarquer, on est supérieur, encore une fois, à l'iMac 2017 sans eGPU. Et c'est normal puisque le MacBook Pro, j'ai déjà dit qu'il avait beaucoup plus de cœur que l'iMac, donc évidemment avec le eGPU et un processeur avec beaucoup plus de cœur que l'iMac, eh bien lui l'iMac il a que 4 cœurs, là où le MacBook Pro en a 8, et il a une carte graphique de 4 Go, là où le MacBook Pro, lui par contre, eh bien il n'a pas entre guillemets de carte graphique réelle dédiée, c'est celle du processeur, donc c'est normal qu'on soit un tout petit peu plus rapide à l'exportation. Et comme vous avez pu le remarquer, les deux valeurs sans eGPU, hein, que ce soit le format ProRes 422 ou H.264, ils sont à 0. Alors c'est pas que la carte graphique interne explose tout, même la 5700 et la Vega 64, c'est tout simplement parce que, eh bien, que ce soit en ProRes ou en H.264, les rendus en 4K, j'ai toujours un échec. C'est systématique, peu importe comment je m'y prends, peu importe comment les réglages que j'utilise, j'ai toujours un échec entre 50 et 60% du rendu. Donc je pense qu'à 50 et 60% du partage, tout simplement, eh bien, il doit y avoir quelque chose qui lui plaît pas en 4K, et c'est pour ça qu'il me rend un échec. Voilà, hein, mais bon, ça vient pas de mon projet, puisque j'ai essayé avec d'autres projets 4K, et c'est exactement la même chose. Donc je pense que la carte graphique qui est intégrée dedans, en même temps c'est pas trop dur de le deviner, n'est pas capable de gérer de la 4K, du moins sur du partage dans Final Cut Pro X. Bien, maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer au test avec une vidéo 1080p 60 images par seconde de 25 minutes. Alors elle est un petit peu plus longue que la 4K, mais ça n'a strictement aucune espèce d'importance. Donc sur l'iMac 2017 Retina 5K avec la carte graphique interne en ProRes 422, il me fait le rendu de cette vidéo en 14 minutes 09. Ce qui est important de préciser là-dedans, hein, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que, eh bien, en 4K, le temps de partage est supérieur à la durée du projet. Là, elle est largement inférieure, hein, donc c'est pas très dur, hein, c'est du 1080p, généralement, il s'en sort plutôt pas mal. Et ce qui est marrant, c'est que quand on cale le GPU en ProRes toujours sur cet ordinateur, on a le rendu cette fois-ci en 7 minutes et 40 secondes. Donc là, on n'a plus un gain de 4-5 minutes, on a carrément une division par 2 du temps de partage. Alors, encore une fois, c'est pas réellement 2, hein, voilà, mais on va partir du principe qu'il faut diviser le temps par 2, que ça va être une valeur récurrente. Sur l'iMac 2017 avec la carte graphique interne en format H.264 cette fois-ci, il nous rend la vidéo en 24 minutes et 06 secondes contre 12 minutes et 30 secondes avec le GPU. Et là où on voit une bonne surprise, c'est que le MacBook Pro, que ce soit avec ou sans eGPU, cette fois-ci, il arrive à sortir quelque chose. Donc le MacBook Pro 2020 avec le eGPU en ProRes 422 me sort la vidéo en 7 minutes 45 secondes contre 15 minutes 34 hein, sans le GPU, donc avec sa carte graphique interne. Cela dit, 15 minutes 34 secondes pour une vidéo de 25 minutes en 1080p à 60 images par seconde avec la carte graphique interne, c'est plutôt honorable, il faut le mentionner. Et pour le format H.264 avec le eGPU, cette fois-ci il nous la sort en 7 minutes 48 secondes, donc à peu près la même chose que le ProRes. Et sans le GPU, on en aurait pour 13 minutes et 08 secondes. Hein, voilà, donc à nouveau, on a une division du temps de partage par 2. Oui, je sais, c'est pas réellement par 2, mais voilà. Donc, tout ça, c'est plutôt pas mal, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite à la conclusion. De retour face caméra pour la conclusion sur le boîtier eGPU Ryzen Core couplé à la AMD Radeon RX 5700 XT. Je vais commencer à connaître cette référence par cœur. Alors si jamais je baisse les yeux ou que je mets les mains vers le bas, c'est tout simplement parce que le boîtier, il est là. Alors vous pouvez pas le voir, hein, c'est des dons de prestidigitateurs, hein, voilà, c'est parce que je l'ai fait disparaître du champ. Ou peut-être parce qu'il est hors champ, enfin bref. Mais voilà, c'est tout simplement parce qu'il est là, donc ne vous inquiétez pas si je baisse la tête ou si je montre en bas. Hein, voilà, c'est tout simplement parce qu'il y a quand même quelque chose. Alors, faire le test de ce type de boîtier, c'est un petit peu compliqué. C'est compliqué pourquoi? Parce que ce n'est
qu'un boîtier, entre guillemets. Les résultats qu'on va avoir, les valeurs que je vous ai données, va dépendre de beaucoup de choses, de beaucoup de facteurs. La carte graphique que vous mettez dedans, mais également vos machines. Si vous avez des machines moins puissantes ou plus puissantes, vous allez avoir plus ou moins de gains, etc. Sachez que les valeurs que je vous ai données ne sont pas quand même totalement erronées puisque eh bien, il faut plus se concentrer non pas sur les valeurs et les temps de rendu, etc., mais plus sur le gain. Voilà, si vous faites un pourcentage au niveau du gain, vous pouvez avoir un résultat universel. Mais les temps ne sont pas du tout une référence. Alors oui, le Mac Pro est un Mac de série, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup d'évolution. Donc là, vous pouvez peut-être avoir les mêmes résultats. Par contre, l'iMac, vous avez vu que c'est certes un iMac d'entrée de gamme, mais par contre, il a 24 Go de mémoire vive. Et là, la RAM, ça joue aussi en montage. Vous inquiétez pas, les 32, ils arrivent bientôt. Mais voilà, je lui ai mis 24 Go pour être tranquille puisque ça joue énormément. Donc voilà, suivant ce que vous allez mettre, vous allez peut-être mettre une Radeon, une Vega 64 sur Mac, hein, et là vous pétez complètement tout parce qu'elle est beaucoup plus puissante que la 5700, mais aussi beaucoup plus chère. Voilà, ça va vraiment dépendre du matériel que vous mettez. Sachez cependant que vous avez quand même un gain avec un GPU qui n'est pas négligeable non plus, donc pourquoi pas. Alors si jamais vous vous posez la question de savoir est-ce que vous achetez un GPU ou alors quel type d'ordinateur il faut acheter, est-ce que vous pouvez acheter par exemple un Mac mini et mettre un eGPU pour avoir l'équivalent d'un iMac ou d'un Mac Pro, etc. Je vais répondre à cette question en même temps. Il faut savoir une chose, c'est que macOS et Final Cut dans leur globalité se reposent encore beaucoup trop sur le processeur, sur le CPU. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser le CPU à 100% de sa capacité au détriment du GPU. Alors certes, vous avez des valeurs améliorées comparées avec ou sans eGPU, mais c'est tout simplement parce que le processeur, lui, il va avoir le même temps de conversion sur ce qu'il a à faire. Là où vous allez avoir une différence, c'est que entre le GPU interne qui va peut-être convertir faire le rendu d'une séquence en 1 minute par exemple, eh bien, va être fait en 30 secondes, 25 secondes, hein, puisqu'il est 2 fois plus puissante. La carte graphique ici est 2 fois plus puissante que celle du Mac. En 30 secondes, et donc la différence, le gain, il est là, il n'est pas sur ce que calcule le processeur, il est sur ce que calcule le GPU. Je ne sais pas si jamais vous voyez bien les choses. Donc moi, je vous inviterai à peut-être avoir une machine, vous dirigez plus sur une machine qui va être une bête de course au niveau processeur, mais par contre qui va être un petit peu à la ramasse côté GPU. Lui accoler un boîtier GPU au besoin avec cette carte graphique là ou une plus puissante, hein. Bien évidemment ça a d'intérêt que si jamais vous mettez une carte graphique qui est beaucoup plus puissante, hein. Si jamais dans l'iMac vous avez la Radeon Pro 570 et que vous mettez la 580, vous n'allez pas gagner grand chose, hein. Mais si jamais par exemple vous mettez la 5700, la 5600, etc. là par contre ça commence à être intéressant. Voilà, donc dirigez-vous vers un ordinateur avec un très bon processeur, comme ça ce sera une bête de course au niveau processeur. Au niveau GPU, ce sera plus l'interne mais l'externe qui fera les calculs et là vous allez être tranquille. Vous n'êtes pas obligé de dépenser 5000 balles dans un iMac Pro ou 6000, 7000 balles dans un Mac Pro. Si vous faites du sur-mesure, c'est encore pire, hein, voilà. Vraiment, vous pouvez avoir pour pas très cher un bon ordinateur qui fait du montage, qui va faire du rendu assez rapidement, qui va faire de la conversion et du partage de vidéos assez rapidement. Même si jamais l'optimisation sous Final Cut n'est pas encore là, hein, voilà, on est à peu près en moyenne à 80% d'utilisation GPU. Et vous allez peut-être me dire, bah ouais, mais attends, tu passes par Thunderbolt, c'est normal que tu aies une perte. Je suis d'accord, ça ne sera pas aussi rapide que si jamais on branchait la carte graphique sur un port PCI Express. Mais c'est un petit peu compliqué dans un iMac et dans un Mac Pro, hein, déjà dans un premier temps, mais également le problème ne vient pas de là. Le problème vient du fait que c'est l'optimisation qui n'est pas là. Alors c'est mieux qu'il y a quelques années, hein, quand vous regardez les eGPU sur les Mac avec les anciennes versions, etc. C'était un petit peu plus mal géré que maintenant. Hein. Maintenant ça commence à aller de plus en plus, mais voilà, c'est toujours pas ça, c'est toujours pas une optimisation à 100%. C'est un autre problème d'optimisation puisque je ne l'ai pas intégré dans cette vidéo, donc dites-le moi si ça vous intéresse, je ferai une vidéo à part, hein, un bonus, hein. Mais quand vous prenez DaVinci Resolve, c'est un logiciel qui est disponible sur Windows et sur Mac également, sur Linux je sais pas, vous avez un logiciel qui est développé par Blackmagic, on y reviendra plus tard, qui est donc un constructeur également de boîtiers eGPU, tiens donc, qui est capable de faire de l'agrégation de cartes graphiques. Alors l'agrégation, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une addition pour gagner en performance. Donc vous l'aurez compris,
Le Blackmagic, hein, donc DaVinci Resolve, va être capable de faire GPU interne, eGPU 1, 2, 3, 4, 5, autant de fois que vous avez branché de GPU. Vous pouvez mettre 5 eGPU, lui il va prendre les 5 eGPU et il va eh bien, optimiser tout ça pour les utiliser tous en plus du processeur. Voilà, donc là vous allez avoir un gain significatif quand même. Là où Final Cut en fait, lui, il n'est pas capable. C'est soit la carte graphique interne, soit la carte graphique externe, mais pas les deux. Hein, voilà, tout simplement. Donc c'est un petit peu con et c'est à ça que je dis qu'il y a encore un petit peu de boulot d'optimisation de la part d'Apple, que ce soit sur macOS ou sur Final Cut. Bien, ceci étant fait, on va fermer la parenthèse et on va pouvoir passer aux avantages et aux inconvénients du boîtier eGPU en lui-même, hein, puisque là c'était plus la partie technique, là on va passer plus à la partie matérielle. Alors, sur une vision globale, utiliser un eGPU, c'est un gain quand même. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ça va faire moins chauffer votre processeur. Je m'explique. Si vous faites des calculs sur un processeur externe, c'est le processeur graphique externe qui va chauffer. Le GPU interne, lui, n'aura pas ou très peu de choses à faire et donc sa température sera moins importante. Et quand on sait que dans des ordinateurs portables ou dans des iMac, des Mac Pro, etc., généralement, ce qui est utilisé pour refroidir la carte graphique et le processeur, c'est le même dissipateur thermique avec le même ventilateur, etc. Eh bien, avoir une puce qui chauffe moins et qui fait par conséquent moins chauffer le processeur, eh bien c'est un gain. C'est un gain pourquoi? Parce que votre processeur, s'il chauffe moins, il va plus souvent être au maximum de sa fréquence et sans être obligé de faire le yo-yo entre plusieurs fréquences pour réguler sa température et éviter d'atteindre sa température de coupure d'urgence. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de manière générale d'avoir un eGPU. Et ça, que ce soit le Ryzen Core, le Blackmagic ou un autre. Ensuite, vous avez bien évidemment la possibilité de changer la carte graphique. Et oui, puisque ce n'est qu'un boîtier, vous avez une carte graphique qui est amovible, ce qui permet de faire évoluer votre carte graphique sans changer de boîtier, ce qui est plutôt pas mal quand on regarde le prix de celui-ci. On y reviendra plus tard. Contrairement à la concurrence, donc les eGPU de Blackmagic, hein, tiens donc on y revient, qui sont certes des boîtiers qui sont quand même assez design, il faut le dire, qu'ils ont des Radeon 56, des Radeon 64, etc. Donc des cartes graphiques qui sont beaucoup plus performantes que celles-ci, mais rien ne vous empêche de mettre une Radeon là-dedans, hein, vous mettez ce que vous voulez. Le problème c'est que, eh bien, vu la taille de l'engin, vous ne pouvez pas mettre une carte graphique complète dedans. Donc la solution, c'est tout simplement des cartes graphiques soudées. Ce qui fait que ce n'est pas du tout évolutif, hein, voilà, comparé à ce genre de boîtier où là, ça devient évolutif, où ça devient intéressant. Même si ceux de Blackmagic, eh bien, certes, ils ont des cartes beaucoup plus performantes, ils ont des optimisations température, des optimisations silence, etc. Mais voilà, sachez cependant que, eh bien, ils ne sont pas évolutifs au niveau du changement de carte. Vous ne pourrez pas changer sur un Blackmagic, un GPU Blackmagic, la carte graphique. Vous avez également, en plus d'une carte graphique amovible, une alimentation ATX. Alors pourquoi je dis que c'est important? Tout simplement parce que le format ATX est un format standard qu'on vous retrouvez dans les tours d'ordinateur. Ce qui veut dire que vous avez la possibilité de changer l'alimentation qu'il y a dedans. Si par exemple vous en voulez une plus puissante, là dans le Ryzen Core X tout simple, c'est une alimentation de 600 watts, mais si jamais vous voulez en mettre une de 700 ou 800 watts, vous pouvez. Vous pouvez également changer sa certification. Alors, mettez pas une alimentation de 1500 watts non plus, hein, ça va vous servir à rien. Mais ce qui est intéressant, c'est de changer sa certification, comme je l'ai dit. Puisque là, actuellement, je ne sais pas quelle certification elle a. Je vous la mettrai en incrustation si jamais je la trouve. Mais vous pouvez mettre une alimentation, que sais-je, hein, bronze, 80 bronze, 80 golden retriever, platinum, tout ce que vous voulez, pour gagner en performance, gagner en efficacité. Si vous collez une platinum, à ce moment-là, vous allez avoir un gain significatif. Tout simplement, hein, vous allez avoir une consommation moins élevée, ce qui est normal. Si jamais vous voulez pas avoir des câbles dans tous les sens, hein, puisque c'est un 24 ou un 28 broches qui alimente la carte en plus d'un 4 ou 8 pins hein, en 12 volts, hein, je crois, il y a ça en supplémentaire, et plus ce qui arrive sur la carte graphique, vous pouvez très bien prendre des alimentations modulaires, et dans ce cas-là, vous branchez les câbles que vous souhaitez, juste les câbles dont vous avez besoin, comme ça vous évite d'avoir un tas de câbles partout. Vous avez également les semi-modulaires, même si jamais certaines embarquent quand même du Molex, etc., du SATA, donc ça peut poser problème au niveau de l'encombrement, même si vous avez vu qu'il y a de la place, comme je vous ai montré quand je vous ai montré comment installer la carte graphique dans ce boîtier. Donc vous avez une optimisation qui est quand même assez conséquente.
Il ne faut pas oublier également que le port Thunderbolt que vous avez ici, lui, envoie jusqu'à 100 watts. Ça a son importance, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, eh bien, ça vous permet de recharger par exemple votre MacBook Pro sans être obligé de brancher son alimentation en plus. C'est-à-dire que sur les Mac 13 pouces qui n'ont que deux ports Thunderbolt 3, voilà, ça vous permet tout simplement de brancher votre GPU, mais également si vous êtes comme moi et que vous faites le montage sur un SSD externe en Thunderbolt 3 avec l'USB et tout le bordel, de pouvoir brancher votre boîtier disque dur externe, votre disque dur externe en Thunderbolt, voilà, hein, sans être obligé d'avoir une rallonge ou une multiprise, etc. qui ferait perdre fatalement du débit, parce que si jamais vous avez plusieurs équipements sur le même Thunderbolt, vous perdez fatalement du débit, voilà, tout simplement. Évidemment, vous avez une coupure, vu que c'est une alimentation ATX automatique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous éteignez votre ordinateur, le GPU s'arrête complètement, et ce sans être obligé d'intervenir sur le bouton on-off directement. Donc ça c'est plutôt pas mal, et quand vous redémarrez électriquement votre ordinateur, ça redémarre bien évidemment automatiquement le eGPU si vous n'avez pas appuyé sur le bouton marche arrêt qu'il y a derrière, hein. Et vous avez également, on va rajouter à ça, la possibilité d'ajouter des écrans supplémentaires. Et oui, puisque comme vous placez hop là, une carte graphique à l'arrière, bah cette carte graphique là, elle est prévue pour, elle a des ports pour des écrans, ce qui veut dire que sur un iMac, ça n'aura pas grand intérêt, sur un MacBook Pro non plus, hein, voilà, puisque la carte graphique va gérer l'écran interne. Mais là où ça a un intérêt, c'est quand vous branchez un écran externe. Par exemple, vous avez votre logiciel de montage sur l'écran interne de votre ordinateur et le prévisualiseur sur un moniteur externe. Et bien plutôt que de le brancher sur un dock par exemple ou autre en Thunderbolt, vous pouvez directement le brancher sur le boîtier eGPU et dans ce cas-là profiter d'une rapidité, d'une fluidité, puisque les calculs qui ont été faits par la carte graphique sortent directement sur l'écran plutôt qu'elle fasse un aller-retour dans le port Thunderbolt. Ça vous permet de gagner en performance tout simplement. Voilà. Maintenant, on va passer aux inconvénients. Alors, pourquoi inconvénient et pas point négatif, hein, puisque en fait, un point négatif, c'est vraiment quelque chose qui est gravé dans la pierre et qui n'est pas modifiable. Là, ce sont des inconvénients. Pourquoi? Tout simplement parce que, il y a moyen de contourner. Mais ça dérange tout simplement parce que si vous voulez contourner ces inconvénients, il va falloir mettre la main à la poche pour pouvoir tout simplement faire le nécessaire. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça un petit peu plus tard. Donc au niveau des inconvénients, on a tout d'abord le prix qui est un petit peu excessif. 300 € pour un boîtier qui n'embarque qu'une alimentation, il faut être honnête, une alimentation c'est pas 200 €. Alors je sais qu'il y a du R&D, du recherche et développement, qu'il y a le matériel qui est plutôt de bonne qualité, la peinture qui est de bonne qualité, tout ce qui est matériel électronique, donc tout ce qui est conversion PCI, Thunderbolt, port Thunderbolt, etc., l'alimentation, le ventilateur, on y reviendra plus tard, qui sont de bonne qualité, mais 300 € c'est quand même un certain coût pour juste un boîtier avec une alimentation. Voilà, quand vous prenez un boîtier d'ordinateur d'une tour par exemple, il y a une alimentation la plupart du temps dedans, mais elle n'est pas à 300 € votre tour, hein. Après ça dépend de ce que vous prenez, mais généralement elles ne sont pas à 300 €. Voilà, c'est un problème, mais c'est pas un réel problème quand on regarde bien, puisque si jamais on prend la concurrence, hein, notamment des boîtiers eGPU qui ont des alimentations, on s'aperçoit que les eGPU, ils ont des alimentations certes, mais à 400 watts ou 500 watts, etc. Donc largement moins que celle-ci, et le prix de ces boîtiers à 400 watts, les prix de ces GPU de la concurrence, ils sont au même prix, si ce n'est au double ou au triple du prix, donc c'est quand même quelque chose qui est assez conséquent, hein, tout simplement. Là, on est à peu près, c'est le moins cher du marché, hein. Concrètement, voilà, c'est le moins cher du marché. Donc voilà, c'est pas réellement un inconvénient, même si mettre 300 €, psychologiquement mettre 300 € pour un boîtier avec juste une alimentation, ça peut en rebuter plus d'un. Ensuite, on a un câble Thunderbolt, encore heureux, hein, qui est dans le pack. Sauf que le câble Thunderbolt, il fait 0,5 mètres. Alors certes, le eGPU, vous n'allez pas le mettre à 3 km de votre ordinateur, mais 0,5 mètres, sérieusement, c'est pas assez. C'est pas assez parce que ce boîtier-là ventile, hein. Bien évidemment, il faut évacuer la chaleur. Alors en plus de la ventilation de la carte graphique, donc celle-ci elle est passive, semi-passif et ventilée, c'est-à-dire qu'elle est capable, suivant sa charge, de se ventiler, de se réguler, etc. Soit un ou deux ventilateurs, voire aucun si on l'utilise très peu.
Vous avez par contre derrière un ventilateur, en plus de celui de la lime, un ventilateur qui sert à ventiler de manière générale, à faire circuler le flux d'air d'un côté à l'autre. Hein. Voilà, puisque vous avez 2 grilles de chaque côté. Voilà. Et ce ventilateur, c'est pas le ventilateur le plus silencieux. Et quand on sait que généralement c'est pour mettre sur un ordinateur, un Mac par exemple, et qu'on sait que les Mac, eh bien ce sont des machines qui sont très peu bruyantes au niveau de ventilation. Vous avez un silence au niveau de la ventilation qui est très appréciable, en plus de d'autres avantages, hein, tout simplement. Mais ça, c'est un autre débat. Coller un boîtier à côté de votre oreille à 0,5 m de votre ordinateur qui ventile plus que votre ordinateur s'il était en pleine charge, quelque part, c'est un peu contre-productif. Hein. Moi, je sais pas, mais voilà. Donc, c'est un inconvénient, certes, mais c'est pas un inconvénient qui est gravé non plus dans la pierre, puisque ce câble Thunderbolt, ça se change, hein, tout simplement, au même titre que le ventilateur. Mais par contre, des câbles Thunderbolt qui font passer le Thunderbolt 4K 3 à 40 gigabits, hein, parce qu'attention, il y a des câbles Thunderbolt 3 à 20 gigabits, hein, faites gaffe, eh bien ça coûte quand même 20 €. Alors, c'est pas cher, 20 €, hein, voilà, c'est pas excessif en soi, mais ça, c'est 20 € en plus sur le prix si jamais vous souhaitez prévoir la chose. On va rebondir sur le ventilateur qui n'est pas des plus silencieux. C'est pareil, c'est un ventilateur avec une connectique standard. C'est un 3 pins qui a la même connectique que n'importe quel ventilateur 3 pins du marché PC. Hein. Donc vous pouvez très bien acheter au hasard Noctua, hein, qui sont beaucoup plus silencieux. Mais c'est pareil, ça vous fait passer par la caisse encore une fois et ça augmente au final, quand on y réfléchit bien, le prix final du boîtier. Voilà, donc c'est également un petit peu un inconvénient. Et c'est tout, j'ai pas trouvé d'autres inconvénients sur ce boîtier, j'ai même pas trouvé de points négatifs. Comme vous avez pu le voir, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est des inconvénients. C'est-à-dire que si vous vous en foutez de tout ça, il n'a que des avantages. J'ai pas trouvé de gros problèmes, de pertes, etc. Il gère bien la carte graphique qu'on lui met dedans, il gère bien la connexion, l'alimentation est de bonne qualité surtout, parce que ça c'est important. L'alimentation via le Thunderbolt est important. L'alimentation ne doit pas être une alimentation exceptionnelle, mais c'est pas la plus pourrie que j'ai rencontrée. La qualité de conception c'est pareil. La simplicité de changement de la carte graphique ou d'installation c'est pareil, sans outils, etc. Donc pour moi, est-ce que je vous conseille au final ce boîtier ou pas? Je vous conseille pour 2 raisons. La première, c'est que oui, c'est un boîtier qui tient la route, hein, vous n'aurez pas de soucis dessus. Et également, dans sa fonction GPU au global, vous avez quand même des gains de performance. Donc au final, est-ce que je vous le conseille ou pas? La réponse est oui, si jamais vous en avez besoin. Et c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à la partager un maximum sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter ou un autre. Hein, c'est le meilleur moyen de m'aider si mon travail vous plaît. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je tâcherai d'y répondre. À défoncer la barre des pouces bleus, ça aide au référencement. Hein. Laminer l'huile, ça tronche, hein, tout simplement. Et également, vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, donc pourquoi s'en priver? Donc pour les anciens abonnés, si ce n'est pas déjà fait, et les futurs abonnés, je vous invite à cliquer après ce fameux bouton susmentionné sur le bouton qui se trouve à droite, hein, donc c'est une cloche, pour que vous soyez avertis à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Voilà, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, soirée, nuit, ça dépend quand est-ce que vous la visionnez, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!